l'auteur du livre que nous lançons ce soir. Mais j'aimerais quand même vous adresser quelques mots. Tout d'abord, mon nom est Pierre-Luc Bégin, je suis directeur des éditions du Québécois pour ceux qui ne me connaissent pas. Et nous sommes très fiers ce soir de lancer l'essai de René Boulanger, La bataille de la mémoire, ce bouquin qui est vraiment un livre épouvantablement intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du Québec et qui veulent que les Québécois se remettent à s'y intéresser, en délaissant les analyses biaisées de certains historiens fédéralistes dont on nous a trop abreuvés depuis les dernières années. Or, le travail des éditions du Québécois ne se fait pas seul. J'aimerais remercier quelques personnes qui permettent aux éditions du Québécois d'exister, à commencer par vous tous qui vous procurez nos livres, ce qui nous permet de développer la maison d'édition et de financer les essais qui suivent, les ouvrages qui suivent. Et puis en achetant tous nos produits, Chandail, le journal Le Québécois, évidemment, qui travaille de concert avec la maison d'édition, Québec Radio, qui participe aussi à toute notre organisation. Donc je remercie vous qui nous encouragez, les militants du journal, les militants de Québec Radio, quelques personnes en particulier, mon irremplaçable camarade de combat, Patrick Bourgeois, qui sue sang et eau pour nos projets, pour notre cause, Yannick, Normand, Marc, notre graphiste, et bref, j'en oublie, mais tous ceux qui nous aident, qui contribuent à la cause, qui contribuent à notre organisation, merci. Et merci. Merci. Applaudissez-les, ces gens-là le méritent vraiment. Inquiète-toi pas, j'emprunterai pas le style du temps des bouffons. Voilà. Donc, surtout pas en anglais. Surtout pas en anglais. Et je voudrais remercier aussi, évidemment, les auteurs qui nous font confiance et qui comprennent que les indépendantistes doivent se doter d'outils de communication, doivent prendre les tribunes que nous pouvons nous-mêmes développer, parce que là, je vais avoir l'air de radoter sans cesse notre discours, mais je crois qu'il faut le faire. Les indépendantistes, nous sommes malheureusement à la merci de canaux médiatiques contrôlés par nos adversaires. Les grands quotidiens, les grands réseaux de télé, les radios, ne travaille pas dans le sens de la libération nationale du Québec, ne travaille pas à promouvoir notre projet. Je crois que c'est un euphémisme que de dire ça de cette façon-là, plus souvent qu'autrement. Ils combattent notre projet. On doit donc tenter de mettre sur pied nos propres tribunes, nos propres organes de communication, un journal, une radio, une maison d'édition. De notre côté, nous tentons modestement de faire ce travail-là, en espérant que de plus en plus de Québécois se conscientisent à cette nécessité-là et emboîtent le pas, et que tous ensemble, nous fassions qu'il y ait plus qu'un simple journal comme le Journal Le Québécois, mais qu'il y ait éventuellement un organe de presse capable de contrebalancer un tant soit peu le discours de nos adversaires. La maison d'édition se développe à un rythme que je considère impressionnant pour une maison d'édition qui a été fondée avec un maigre 3 000 $ tiré de l'argent des parents à Patrick et de mes parents. C'est avec ce modeste fonds de départ qu'on a fondé la maison d'édition, et le livre à René est notre 14e titre depuis à peine 3 ans. Donc quand même, on se développe à un rythme intéressant, mais sans subvention aucune. Tout ce qui fait vivre les éditions, c'est l'argent des militants. Donc c'est un petit exploit dont on est fier. Pour Québec Radio, la même chose, une radio fondée sans subvention avec le petit argent des militants. Faut continuer, mais il faut que ça se développe davantage parce que on se comptera pas de mensonges non plus. Hein. On est loin de faire contrepoids à Radio-Canada et à Power Corporation. Donc, il y a du travail qui nous attend. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des cerveaux pleins de potentiel, pleins de ressources dans le mouvement indépendantiste, capables de faire le travail de réflexion nécessaire. Et parmi ces intellectuels-là incontournables dans le mouvement, bien, il y a René Boulanger, que je connais depuis un certain temps et que je suis très fier de compter parmi mes amis. Pour moi, René, avant même qu'il devienne mon ami, c'est un intellectuel majeur, mais trop peu connu au Québec.
On le connaît pour son travail de romancier, parce que c'est un extraordinaire romancier. Il a d'ailleurs publié son 3e roman dernièrement, Trois petits chats, chez VLB Éditeur. Ça ne me fait pas de peine de faire un peu de concurrence à un concurrent, à un éditeur, de faire de la publicité à un éditeur concurrent, parce que le travail de René comme romancier est vraiment remarquable, mais ce n'est pas qu'un romancier. D'ailleurs, ceux qui lisent ses analyses dans le Journal Le Québécois ont pu constater, je pense, que René est un grand penseur de l'actualité politique, quelqu'un qui a une capacité d'analyse que j'ai rarement vue. Et puis, je suis très fier qu'il ait donc publié chez nous cet essai historique sur la conquête de 1759, un travail qui est né d'une discussion entre chroniqueurs du Journal Le Québécois. Je ne raconte pas cette anecdote, René en fait mention dans le livre, peut-être voudrait-il vous en faire part lui-même, mais je dois vous dire que nous n'étions pas convaincus, moi et Patrick, quand il nous a fait part de sa thèse que l'on retrouve dans le livre. Nous pensions, bêtement, moi et Patrick, que la Nouvelle-France était condamnée, que nous étions condamnés à être vaincus en 1759. Population trop importante dans les 13 colonies, la France qui ne mettait pas assez de ressources à défendre sa colonie du nord de l'Amérique, bref, tous les préjugés charriés par les historiens fédéralistes qui ont voulu nous rentrer dans la tête que nous étions nés pour être perdants, que nous étions nés pour être vaincus. Bien, même nous, des hommes comme moi et Patrick, grands indépendantistes, on avait intériorisé ces préjugés-là. Au contraire de René. René qui connaissait bien l'histoire, et sa lecture de l'histoire l'amenait à dire que nous avions une force de résistance, des capacités de résistance ici qui nous permettaient de repousser l'anglais, un territoire, toute une organisation sociale qui nous permettait de résister. Et puis là, on a dit à René, très bien, toi tu penses que nous étions pas nés pour être vaincus en 1759, fais-nous-en donc la démonstration et fais-la de façon éloquente. Et puis René s'est mis au travail, on l'a poussé pour qu'il mène à bien ce projet-là, mais c'est un artiste. il a fallu lui dire de continuer parce que je considérais ce travail-là essentiel, parce qu'au fur et à mesure qu'il faisait ce travail, on était convaincus. On devenait de plus en plus convaincus de la justesse de la thèse de René. Et lorsqu'il m'a envoyé son manuscrit complet et final, j'ai vu qu'il avait fait ses devoirs, sa démonstration est éloquente, sa recherche est méthodique, fouillée, ce qui n'empêche pas qu'au plan d'écriture, René étant un romancier fantastique, son livre se lit magnifiquement, parce qu'il a une magnifique plume, et puis des fois on lit des ouvrages d'histoire où le propos est plutôt aride. Bien, chez René, on a là un essai historique qui a des qualités littéraires, mais qui à la base a des qualités scientifiques parce qu'il a fait un réel travail d'historien pour nous convaincre de sa thèse. Je ne m'étends pas plus, je préfère laisser la parole à René Boulanger que je vous demande d'accueillir chaudement. Alors, René Boulanger. J'espère que ça marche, cette affaire-là. Quelque chose que Pierre-Luc vous a pas dit, c'est que moi, je suis une personne timide. Alors, là, il vient de m'enfoncer complètement. C'est assez difficile de résister à ça. Je suis vraiment surpris. En tout cas, j'aimerais aussi, Pierre-Luc, ça me donne une image que je n'aurais pas de moi-même. Comme Pierre-Luc vous a dit, ça, c'est vraiment presque une commande. Ça que je savais pas, moi, quand on discutait ensemble, que ce savoir-là, il était si peu répandu. Parce que moi, quand il y a des choses dont je parle avec des amis, comme, il y a Pierre Falardeau qui a fait la préface. Pierre aurait pu écrire ce livre-là aussi, Pierre Falardeau, parce qu'on en a tellement parlé souvent. Puis il y a plein d'indépendantistes qui ont une vision historique qui ressemble à celle-là. Mais sauf que ça n'existait pas. Parce que ça fait à peu près 50 ans qu'il n'y a pas eu de livres importants qui ont été écrits sur cette période-là. Puis il y a plein de nouvelles connaissances qui sont apparues depuis 50 ans. Puis moi, je pense qu'il y a 2 livres importants dont il faut tenir compte, 2 savoirs importants. Je vais parler tout de suite de M. Sauvé quand il a sorti son livre Géopolitique et avenir du Québec. Puis lui, il a fait un travail sur la défendabilité du territoire québécois en fonction d'une possible indépendance. Il avait beaucoup travaillé avec le Parti québécois de René Lévesque à l'époque, puis il avait écrit des choses dans le journal Le Jour. Puis puis les facteurs qu'il exposait, c'était des facteurs de continuité, c'est-à-dire des choses qui existaient aujourd'hui,
qui était déjà présente à l'époque de la Nouvelle-France. C'est-à-dire que, bon, la périphérie du territoire, la distance par rapport au grand centre, les montagnes qui nous protègent au sud des Appalaches, le bouclier laurentien au nord, le fleuve Saint-Laurent qui est une voie navigable de 1200 km qui est presque impénétrable si on n'a pas des pilotes expérimentés. Alors tout ça, c'était déjà dans le décor, mais ça existait en Nouvelle-France à l'époque, puis je m'aperçois les contemporains, quand je me suis remis à relire les contemporains, par rapport à la guerre des 7 ans, il y avait aucune... comment je peux dire ça? Donc, il n'y avait aucune mauvaise conscience par rapport à ça. Ils étaient presque sûrs en partant qu'ils allaient vaincre les Anglo-Américains parce qu'il y en avait eu plusieurs guerres auparavant qu'ils avaient toujours gagné, nos ancêtres. Puis c'est presque une fatalité même qu'ils aient gagné en 1759 sur les plaines d'Abraham. Là, il y a un autre facteur que je voulais mettre de l'avant. Ça, c'est une étude qui a été faite par un département sur l'histoire de la Nouvelle-France à la Sorbonne. Il y a un auteur qui s'appelle Gilles Havard, qui est publié chez Septentrion. Ça s'appelle Empire et métissage. Ça montre toute l'importance des liens politiques que les Français ou que les colons français ici avaient noué avec la grande alliance amérindienne du Nord. Parce que cette alliance-là existait à l'arrivée de Champlain. Elle a continué à exister pendant toute notre existence. En 1701, il y a 32 nations amérindiennes qui s'étaient jointes à cette alliance-là. Puis en 1754, quand débute la guerre ici, les mêmes 32 nations sont encore présentes à nos côtés pour se battre contre les Anglais. Puis ça, que dans notre histoire qu'on apprend à l'école du secondaire, on dit toujours qu'on était 65 000 Canadiens français contre 1 200 000 Américains. Là, c'est comme si ces 300 000 Amérindiens-là n'existaient pas. Puis si on les met dans la balance, ben c'est plus 60 contre 1 200 000, c'est 400 000 contre 1 200 000. Puis la société américaine de l'époque, les 13 colonies, c'était pas une société militaire. Par contre, les sociétés amérindiennes, elles étaient militarisées. On connaît toutes les films, puis on connaît un peu cette civilisation-là. C'était des gens qui savaient se battre, puis qui, en se battant à notre côté, bien, ça nous donnait une force qui intimidait les Américains à un suprême degré. Ils étaient découragés. Quand la guerre a débuté, je veux dire, ils étaient découragés, ils étaient convaincus que nous, on était supérieurs sur le plan militaire. Puis d'ailleurs, les Français d'époque le croyaient aussi. Quand cette guerre-là a commencé, les Québécois qui étaient ici, ils étaient convaincus qu'ils avaient la supériorité militaire. Alors donc, moi, quand j'avais parlé de ça avec Patrick et Pierre-Luc, il était un peu époustouflé, là. Alors, je n'avais pas le choix d'écrire le livre, parce que juste le dire comme ça, c'était pas suffisant. Alors, mais par contre, moi, ce que j'identifie comme facteur, bien, finalement, c'est effectivement la France a joué un rôle bien néfaste, mais pas dans le sens qu'elle nous a abandonnés. C'est parce qu'elle était tellement mal dirigée à cette époque-là qu'elle prenait des décisions totalement incohérentes. Puis c'est surtout elle a créé une confusion au niveau de ce qu'on appelle l'appareil de commandement ici. Puis surtout, la dernière année, bon, il manquait un peu de ressources, puis s'il avait fait juste le minimum pour envoyer ces ressources-là, je dis, on aurait pu y arriver. Puis je dis on, parce que pour moi, là, les Canadiens français de 1760, puis les Québécois d'aujourd'hui, là, moi, je fais pas de coupure, tu sais. Moi, je dis, notre peuple, puis notre peuple, ben, je veux dire, il s'installe dans l'histoire, puis dans la continuité. Puis quand je dis les gens de 1760, nous, puis nous d'aujourd'hui, avec tous ceux qui se groupent avec nous pour mener le même combat, c'est la même histoire, c'est le même peuple, c'est le même nous. Les mêmes problèmes. J'avais déjà touché à cette matière-là dans un roman que j'avais écrit, là, ça s'appelait Les Feux de Yamachiche. Tu vois-tu ce roman-là, Patrick, qui se passait dans cette période-là? Puis tu avais déjà tout ça dans le roman, Patrick. Tu vois, alors je me répète un peu ici, là, dans ce livre-là. On est dur de comprendre. Oui. Sauf que là, ça m'a permis de fréquenter tous les écrivains anglophones, les écrivains fédéralistes comme Laurier-Lapierre. Tous ces gens-là, finalement, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les autres, ils voulaient vraiment... Tous ces gens-là sont d'accord pour dire qu'on était battus d'avance.
Puis il dit ça pour une raison, puis ça m'a pris du temps à découvrir, c'est que nous, on est habitués à ce qu'on appelle la notion du droit des peuples. C'est-à-dire que c'est ça qui base, je veux dire, les relations entre les peuples, c'est ça qui fonde le droit international. Mais pour ces gens-là qui ont un esprit impérialiste, le droit de conquête, c'est un droit aussi important que le droit des peuples. Le droit de conquête est basé sur la gloire militaire, sur la victoire définitive, mais pas juste sur le plan physique, mais sur le plan aussi des mentalités. Alors, puis, pour ces écrivains-là, c'était sûr et certain qu'on était battus d'avance, qu'il n'y avait rien à faire, puis que, dans le fond, il faut presque les remercier de nous avoir battus en 1759, parce qu'ils nous ont apporté tellement de bonnes choses. C'est inestimable tout ce qu'ils pensent qu'ils nous ont apporté. Là, alors, ces gens-là, ben, il fallait leur rentrer dedans un peu, puis j'ai pas eu trop de difficultés parce que l'historiographie canadienne-anglaise est très molle comparée à ces événements-là. Ceux qui connaissent le mieux ces événements-là, finalement, c'est nos plus anciens auteurs. Comme Lionel Groulx, la personne qu'il ne faut jamais nommer, parce qu'il paraît que c'est dangereux de nommer son nom. Mais il y a un autre auteur, évidemment, Guy Frégault, je veux dire, qui est le magistère là, de cette matière-là. Mais avant Frégault et avant Groulx, il y avait un autre écrivain qui s'appelait Casgrain, qui avait recueilli tous les documents qui concernaient ces batailles-là. Puis ça m'a fait plaisir de découvrir cet auteur-là, parce que lui, il nous montrait les contemporains, puis c'était pas à des siècles de distance. Les contemporains, les autres, ils étaient sûrs qu'ils allaient gagner. Puis pour les mêmes raisons que M. Sauvé m'expose quand il me parle un petit peu de nos facteurs de force. Puis moi, je trouvais que c'était important de mettre ça aujourd'hui, parce que là, maintenant, c'est plus la bataille politique qu'on doit mener, c'est la bataille, on doit s'extirper maintenant du monde anglo-saxon qui nous a enserrés. Les autres sont convaincus qu'on ne va jamais y arriver parce qu'on est un peuple tellement faible, tellement croire, tellement insignifiant que même penser à faire l'indépendance, ils peuvent nous laisser la rêver un peu, là, mais de là à ce que ça se fasse, ils sont convaincus qu'on va s'écraser en partant. Alors donc, eux, ils vont arriver à un moment donné avec ce qu'on appelle des politiques d'intimidation. Puis ça recommence déjà juste à la dernière campagne électorale. C'est pas pour rien que M. Charest a ressorti l'histoire de la partition, puis ça va se passer mal, puis nos Anglais ne seront pas contents. Alors, il y a juste une façon de répondre à ça, c'est, écoutez, pensez ce que vous voulez, mais nous, on sait qu'on n'est pas des trous de cul, puis on est assez fort. Puis si vous voulez jouer à ça, vous prenez des chances, parce que ça ne sera pas à votre avantage. Alors donc, il faut déjà leur faire comprendre pour pas qu'ils soient tentés d'utiliser ces moyens-là. Puis je pense que ce livre-là, peut-être qu'il arrive au bon moment pour ça. Un peu comme M. Sauvé, quand... je vais vous inviter M. Sauvé à venir nous parler un peu. Parce que, juste compter un petit peu l'expérience, quand René Lévesque, un moment donné, avait pris le pouvoir en 1976, il y avait eu de l'intimidation de la part de M. Trudeau, puis il avait menacé le Québec d'une intervention armée. Puis dans le Journal Le Jour, à un moment donné, le Journal Le Jour a simplement publié une politique de défense d'un Québec indépendant. C'est M. Sauvé encore qui l'avait écrit. Puis ça a été suffisant, juste le fait de mentionner ça, ça a été suffisant pour calmer le camp fédéraliste. Alors donc, on peut parler de ces questions-là, c'est pas des questions qui devraient être tabous pour nous, parce que les anglophones, eux autres, ils n'ont pas aucune misère. Hein. Je vais vous dire, mettons, dans la perspective d'une accession du Québec à l'indépendance, il y a à peu près une trentaine de romans de fiction au Canada anglais qui parlent de l'indépendance du Québec. À chaque fois qu'ils parlent de l'indépendance du Québec, là, dans ces romans-là, il y a toujours une guerre qui accompagne cette indépendance-là. Puis, c'est tout le temps nous autres qui apparaissent en plus. Puis, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui étudierait, mettons, en littérature, qui ferait la recension. Il peut trouver au moins une trentaine d'ouvrages. Puis même, il y a un film qui a été fait là-dessus avec Albert Miller, qui faisait le président du Québec à l'époque. Alors, donc, c'est une obsession au Canada anglais. Ils ont cette pensée-là. Puis comme nous, on ne pense pas comme eux, on ne sait pas qu'ils sont comme ça. Hein? Mais effectivement, ils ont une pensée de militaire, puis je pense qu'ils n'auront pas peur d'amener ces solutions-là. Puis il faut au moins de l'envisager. Alors, nous, il faut leur montrer que c'est pas une bonne idée de penser comme ça. Puis la meilleure chose, c'est de se réapproprier notre histoire à nous, de voir comment on a fait face à des situations dans le passé, puis comment on a réussi, nous, je veux dire, à émerger comme peuple, là, à travers, je veux dire, les obstacles là, que n'importe quelle autre société aurait probablement succombé face
je veux dire, à des tentatives comme celle-là. Bon, ben là, je sors un petit peu du livre. Mais bon, alors, je ne sais pas si c'est un ouvrage qui va être important, mais en tout cas, puis Patrick trouvait que c'était important que je le fasse, mais moi, je l'ai fait pour ces deux gars-là, parce que... Non, je fais pour plus de monde. Québécois! Voilà, mais je ne sais pas la valeur, mais... Alors, je peux vous dire que juste pour la préface, ça valait la peine, c'est une préface de Pierre Falardeau. Bravo! C'est pas ici devant parce qu'il est malade, malheureusement. Puis la postface, c'est de M. Sauvé. Ah, autrefois, je vous dis, M. Sauvé, il avait commencé à faire une postface. Puis à un moment donné, il y avait tellement de développement, puis il y avait le cerveau tellement excité que la postface, elle devenait plus importante que le livre. Alors, ce qu'on a fait, on a demandé à M. Sauvé de faire un livre avec sa postface. Fait que ça va être le prochain ouvrage qu'il va publier. Et après ça, il m'en a fait une autre qui correspondait plus aux dimensions de l'ouvrage. Puis sa postface, vous la retrouvez ici. Puis bon, voilà. Ben, j'aimerais ça que vous veniez parler, M. Sauvé. Quelques mots. Avec toute l'éloquence dont M. Boulanger fait preuve, ça va être pas mal difficile pour moi d'essayer de mesurer. Aujourd'hui, le travail que René Boulanger vient de sortir, ça marque une étape au cours des 12 années au cours desquelles nous avons travaillé. Parce que ça a commencé, cette histoire-là, j'étais prof à Toronto, et puis René Boulanger avait demandé à mon éditeur Guérin d'avoir mon numéro de téléphone, et puis on s'est appelé. Puis il m'a dit, ben écoutez, ça ne vous tentera pas de vous rapatrier pour faire changement. Alors, il était, à ce moment-là, il était avec Pierre Falardeau. Moi, j'ai dit d'accord. Alors, j'étais bien traité. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai été bien traité à Toronto. Parce que, vous savez, un géographe spécialisé en géopolitique, un fou, là, qui a fait à peu près, est obligé de faire à peu près 30 ans, 40 ans d'études, puis d'examens sur le terrain, et puis surtout acquérir ce que M. Julien vient d'appeler une culture d'État. Ça c'est la remarque, ça c'est la remarque de l'année. Nous manquons de culture d'État. Et c'est vrai, et c'est ce que j'essaie d'implanter au Québec, une culture d'État. J'y travaille, et j'ai commencé à travailler avec René Boulanger et avec Pierre Falardeau. Des cours de géopolitique donnés dans la cuisine, hein, avec les cartes, ainsi de suite, et petit à petit, comme ça, je me suis aperçu qu'il y a énormément de travail à faire, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, lorsqu'on est en position de faiblesse, et je l'expliquais à une femme qui est en position de faiblesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revendique des droits. Mais une femme qui est en position de force ne revendique pas de droits, elle exerce des pouvoirs. C'est pas la même chose. C'est la même chose pour les peuples. Le peuple qui est en position de faiblesse ou qui se pense en position de faiblesse passe son temps à revendiquer des droits. Nous allons défendre nos droits à Ottawa, nous allons faire ci, nous allons faire ça, nos droits ici, nos droits là. Moi je dis non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas en position de faiblesse. Nous ne sommes pas en position de revendiquer des droits. Nous sommes en position d'exercer des pouvoirs. Pour le comprendre, ça nous prend une culture d'État. Ça veut dire avoir le sens de l'État. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé. J'ai travaillé avec René Lévesque, j'ai rencontré Pierre Bourgault. Quand je vous dis ça confidentiellement, après 5 minutes, j'avais envie d'y péter mon poing sur la gueule. Moi, je n'en veux pas, c'est un bon garçon. Mais il me semble que si j'avais pété un bon coup de poing sur la gueule, ça aurait fait du bien. Moi, ça m'aurait fait du bien. Peut-être que lui aussi, ça y aurait fait du bien. Parce que quand il rencontrait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec lui, il devenait très désagréable. Et moi, je ne suis pas le genre d'homme pour tolérer quelqu'un qui m'affronte comme ça. T'es poli, si t'es pas poli, tu vas avoir mon poing à bonne place. Ça finit là. À part de ça, prenez-vous ça, j'essaye de me conduire comme un gentil monsieur. J'essaye. Je n'arrive pas tout le temps, mais j'essaye. Mais René Lévesque, par exemple, a compris. Il a compris qu'il y avait un cheminement à faire absolument épouvantable que nous n'avions pas fait. Il fallait le faire, ce chemin-là. Et j'avais préparé pour lui, en plus de sortir les documents secrets, Need Pitch, ainsi de suite, Northern Express, tout le restant, les préparatifs archi-secrets pour intervenir par la force armée. Et Northern Express, encore pire que Need Pitch.
Parce que Northern Express est produit en Norvège, hein, à Bardufoss. Alors que l'armée canadienne manœuvrait avec l'OTAN, ils en ont profité pour faire des manœuvres de ce qu'ils appellent aid to the civil power. Puis ça, c'est en dehors de la vue de tout le monde. Hein. Et pour leur malheur, les Norvégiens s'en sont aperçus. Crise de colère des Norvégiens, ils ont dit, foutez le camp chez vous. Vous venez pas ici pour laver votre linge sale. Si vous avez des affaires à faire, allez le faire chez vous. Vous êtes ici pour faire des manœuvres d'OTAN, c'est pas ça que vous êtes en train de faire. Ça, c'est Northern Express, ça. Le grand secret de Northern Express. Et puis, il y a eu évidemment la fouille contre les syndicats et tout le restant. Alors, j'ai exposé ça. 40 ans de prison, je m'en fous. Essaye. Essaye. Alors, je suis allé faire mes petits arrangements, évidemment, pour avoir les services du fameux Telford Taylor à New York. Je n'ai pas eu besoin. Personne n'a osé me toucher. On m'a regardé dans le quartier général, Marcel, oh oui, Marcel, you bad boy, Marcel. Je voulais que ça me fasse. Le travail était fait. Mais seulement que Trudeau a retiré. Ça a été fini, les pitch. Après ça, j'ai dit à René Lévesque, écoutez, c'est pas fini. Parce que la position stratégique du Québec est trop importante pour qu'on nous laisse, nous, non pas sortir de la Confédération, non, c'est pas ça, qu'on nous laisse, nous prendre en charge comme État. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est nous qui contrôlons tout le territoire et qui contrôlons la tête de pont vers l'intérieur. Ce que Bay Street à Toronto ne veut absolument pas. C'est nous qui sommes contrôlés. On le voit encore aujourd'hui, par exemple, toute la finance est contrôlée à partir de Toronto. Là, je suis en train d'écrire une lettre de bêtise, non pas une lettre de bêtise, je suis en train d'écrire une petite lettre gentille au président de Fido pour lui dire qu'il me doit à peu près 400 piastres. Vous savez? Et puis je m'aperçois que le président de Fido, qui est ici à Montréal, le conducteur, là, n'a aucun contrôle sur les finances. Aucun contrôle. La finance est contrôlée à partir de Toronto. Vous achetez une automobile qui a été transportée par bateau, l'automobile a été transportée d'abord à Toronto par train ou par camion, et quand vous allez l'acheter, vous allez payer le transport. Vous ne faites pas de chicane, là. Fâchez-vous pas. L'unité canadienne. Non, mais comprenez ça, là. Vous savez, là, soyez gentils pour payer le transport. Moi, ça donne que je ne suis pas gentil. Ça fait une yotte, ma foi. On ne va pas me taponner comme ça. Alors, donc, il fallait faire quelque chose encore une fois, et j'ai dit à René Lévesque, voici, j'ai préparé un plan de contingentement. Monsieur Lévesque, en 1975, vous allez être en selle avant la fin de 1976. Oh non, ça se peut pas. Les statisticiens ont dit que ça va prendre 72% des votes pour avoir 24 sièges. J'ai dit non, M. Lévesque, moi je ne suis pas statisticien, je suis géographe. Et je vois la distribution de la carte électorale, je constate qu'avec 41% des votes, Bourassa s'est retrouvé avec 105 sièges, que la proportion soit légèrement renversée, et c'est nous qui allons nous retrouver d'un coup, d'après mes calculs, avec 68 sièges. Il n'a pas voulu me croire. Le soir du 7 novembre, il y avait 71 sièges. Il tremblait, l'homme comme une feuille. J'étais là avec lui dans Taillon, parce que je restais à Longueuil à ce moment-là. Il tremblait, donc, de peur. Lui et Pierre Marois étaient tous les deux couverts de sueur. J'ai dit, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est pas une question de jouer avec des chiffres, c'est une question de dynamique territoriale, c'est une question de concentration dans l'espace et dans le temps, c'est une question de morale, c'est une question de simplicité, ainsi de suite. Monsieur Lévesque, 13 principes de stratégie d'État que personne ne comprend encore parce que nous n'avons pas la culture de l'État. Alors finalement, quand même, j'avais donné le plan de contingentement en 1975, j'ai dit, si vous êtes élu, M. Lévesque, il va falloir se préparer pour la défense. Hein? Oh non, les négociations. M. Lévesque, on ne négocie pas en position de faiblesse. Il faut négocier en position de force. Ça ne marche pas autrement. Vous savez, mais il n'y avait pas, lui non plus, c'est un brave homme, un journaliste, vous savez, quelqu'un de bien. Il n'y avait pas, lui non plus, la culture de l'État. Il n'y avait pas non plus ce que j'essaye de montrer à tout le monde, c'est que la politique est affaire d'intérêt, de rapport de force et d'effectivité. Ce n'est pas une affaire de sentimentalité. Donc, j'y apporte ça, il le prend. Pas longtemps après, 77, ça faisait un an à peine qu'il était au pouvoir,
mon Pierre Elliott Trudeau, très sûr de lui, annonce à la télévision qu'il n'hésitera pas à prendre les armes contre le Québec. Il a annoncé ça à la télévision en anglais. Hein? We're going to send the army. Ça veut dire, vous allez voir, les lousy frogs, ils vont attraper un autre taloche, puis ça va être fini. Ils vont se tenir tranquilles. Mon évêque était atterré. Et c'est pas compliqué, là, comme en 76, il en tremblait de peur. Il me fait appeler par Yves Michaud. Pouvez-vous venir faire un petit tour chez nous, M. Sauvé, vous savez, là, on a peut-être besoin de vous. Parce que moi, vous savez, l'homme de guerre, personne ne va me voir la face. Voyons donc, l'homme qui veut la guerre, l'homme qui aime la guerre, et ainsi de suite. C'est pas vrai que j'aime pas la guerre. Si je l'ai connu, si je l'ai appris, si je me suis fait montrer, c'est pour trouver moyen de l'arrêter puis de la tuer dans l'œuf, avant que ça commence. Bon, mais non, j'ai la réputation de l'homme de guerre. Alors j'y vais. Là, on me reçoit bien, par exemple. Le document que vous avez remis en 1976, est-ce qu'on peut le publier dans le journal Le Jour? Un document de 50 pages, j'ai dit, pas de problème. Je dis, je vais aller plus loin que ça. J'ai été en Angleterre avec mon ami Alexis Nyon. Je suis allé négocier avec les entreprises anglaises pour acheter des armes. J'ai bien dit à Police Montée, si je monte une armée québécoise, me battre contre vous autres, je vais vous tirer d'en face avec des armes anglaises. Ça va vous faire plus mal. Allez voir. Alors là, et à ma grande surprise, aucun problème. Les compagnies de chars d'assaut, les compagnies de missiles, de mitrailleuses, de canons m'envoyaient leurs propositions, etc. Et en plus de ça, l'Imperial Trust à Londres, 200 millions de livres sterling pour commencer. C'est correct? Alors, je dis, on n'est pas rendu là encore. Mais quand même, j'ai pris toutes les propositions, j'ai mis ça dans le journal Le Jour. Puis j'ai mis en même temps proposition de la défense. Hein? Et là, ça a sorti, ça. La fin de décembre, en décembre 1977, là, ça a sorti. Et là, cette fois-là, c'est Trudeau qui a reculé. Il ne pensait pas qu'on était aussi avancé que ça. Il est allé appeler, envoyer quelqu'un chercher un général anglais, le général Roland Mance, du London Institute for the Study of Conflict. Le général Mance s'est amené comme ça d'un coup au Québec, et puis est allé rencontrer d'abord Pierre Elliott Trudeau, qui a dit, well, could you examine this for us, please? Et puis Mance a dit, well, certainly. Alors, il s'en va rencontrer, Mance s'en va rencontrer René Lévesque, puis Yves Michaud. Là, les deux sont pris avec un général d'armée. Ils n'ont aucun, ni l'un ni l'autre, le langage de la stratégie d'État, ni le langage de la stratégie politique. Je ne dis pas ça pour les discréditer. Je dis ça pour vous dire à vous autres, il faut l'introduire, ce langage-là, cette manière de penser-là. Parce qu'on ne l'a pas encore. On est habitué, une province inféodée, il faut en sortir de ça. Alors, encore une fois, on m'appelle. Yves Michaud, M. Sauvé. Oui? Vous n'alliez pas rencontrer un général anglais? Certainement, monsieur va être là, ça sera pas long. Alors, je me mets sur mon 36, je m'habille comme il faut. Et puis, j'avais acheté un Buick neuf dans ce temps-là. Un gros, là, quelque chose de confortable, tout neuf, chaud. Puis là, je m'en vais, je descends sur le 17e étage de l'Hydro-Québec. Dans le temps de le dire, on me rentre dans le bureau. Puis là, l'évêque et Michaud sont dépêchés de me refiler le général. Ça donne que je parle non seulement couramment anglais, mais je parle anglais britannique parce que j'ai été élevé, formé dans l'armée britannique. Alors j'ai dit au général, most happy to meet you, General Bear. I'm sure we're going to get along quite fine, aren't we? Alors le général s'est mis à rire. J'ai dit, let's. Puis là, je voyais la face de mon évêque, puis Michaud qui me regardait avec des yeux écarquillés, sort les sites. Que là, j'ai dit au général, j'ai dit, well, sir, let's have a pint. Have a pint, ça veut dire, en québécois, viens prendre une petite tasse. On va y prendre une petite tasse, on va se comprendre. On n'a pas besoin de dire ça à un officier de l'armée, il comprend ça tout de suite. Alors là, on est allés ensemble au Vieux Munich, on s'est assis, puis on a commencé à sortir la grosse bière, une après l'autre, et puis là, je lui ai dit, écoutez, pas besoin d'aller chercher des agents, tiens, je vous apporte toute la documentation. Toute la documentation secrète sur la défense du Québec, monsieur. Ça fait partie de la dissuasion. On s'est bien entendu, très bien entendu. Parce que d'abord, on avait la même formation. Il est mort depuis ce temps-là, le pauvre Roland Mance. Enfin, je le trouvais bien sympathique. Et puis, après ça, moi, je voulais en savoir davantage, vous savez.
Il me regardait dans les deux yeux, ça voulait dire je vais te tirer vers du nez. Moi aussi, je le regardais dans les deux yeux. Moi aussi, je vais te tirer vers du nez, je vais en apprendre des affaires. Tu vas voir. Alors après ça, ben, il dit, il faut que je m'en aille à la gare, là, parce que je couche chez des gens dans le West Island, là, tu sais, là. Bon, ben, j'ai dit, General, j'ai dit, dans ce froid-là, vous n'avez pas envie d'aller là, je vais aller vous reconduire. Alors, il rembarque dans ma grosse Buick, il n'était pas habillé pour ça. Puis là, on arrête à Murray, chez Murray à Westmont. Puis j'ai dit, écoute, je regarde ça passe, hein. Et il dit, chaud. On rentre, et puis là, il mange. Il a mangé la même chose qu'un général mange, des fish and chips. La soupe au pois des fish and chips, un cup of tea, et puis un morceau de tarte avec crème glacée. Il était absolument aux oiseaux. Mais tout en mangeant, on commence à parler d'affaires. J'ai appris que mon général était le conseiller du Shah d'Iran. C'est lui. Alors j'ai dit, c'est vous, mon général, qui avez proposé aux Iraniens d'acheter 5000 chars anglais Chieftain du dernier modèle? Il n'a pas dit un mot. J'avais frappé dans le mille. Mais j'ai dit juste une petite question à propos de ça. J'ai remarqué que les chars d'assaut n'ont pas des chenilles larges. Non, les chars d'assaut, au contraire, ont des chenilles beaucoup plus larges que le char d'assaut normal. Mais j'ai dit, l'Iran, à ma connaissance, mon général, c'est un pays montagneux, c'est un pays qui prend des petites chenilles. Alors j'ai dit, les grosses chenilles, c'est fait pour rouler dans une plaine. Donc l'Iran se prépare à attaquer la Mésopotamie. Il ne savait pas que je connaissais la stratégie. Il n'a pas dit un mot. Il a changé de sujet. Là, il m'a avoué qu'il y avait un instructeur au Staff College. Le Staff College, le collège état-major à Kingston. Il m'a dit, il y a une chose qu'on me dit, il y a une chose que j'ai fait la remarque, moi, l'anglais. Il dit, je vous ai vu en Europe. Remarquez bien, la question qu'il a posée là est terrible. Comment expliquez-vous le fait que les Canadiens français, Québécois qui sont promus dans les grades supérieurs sont promus parce qu'ils sont incompétents? Comme ça, ils ne sont pas dangereux. Ben, j'ai dit, c'est ça, vous l'avez dit, général. Ils sont promus parce qu'ils sont incompétents. Et il dit, j'étais à une réunion de l'OTAN, puis il dit, le représentant est un lieutenant général du Québec, que je connaissais bien, je ne le nommerai pas, parce que la charité chrétienne m'interdit de le nommer. Et puis, la conversation du général s'est limitée, extrêmement limitée. Et le gars qui est en charge de ça, c'est le général américain Alexander Haig. Certainement pas un ami du Québec, ni de ce qui est français, rien de ça, loin de là. Et à un moment donné, Haig est obligé de l'interrompre et de dire, général, il y a une différence entre la stratégie et la tactique. Vous ne dites pas ça à un général d'armée, vous dites ça à quelqu'un d'ordinaire. Vous expliquez la stratégie et la tactique, mais vous n'expliquez pas ça à un général d'armée, dont le vocabulaire se limitait à dire Christ, calice, ciboire, tabernacle, ainsi de suite. J'ai essayé, quand j'ai travaillé avec lui, d'y arracher un peu plus de vocabulaire que ça ne marchait pas. De toute façon, la publication de cette affaire-là et le rapport du général Mans, ça c'est intéressant. Le rapport du général Mans disait à Trudeau, il m'en envoyé une copie, ce qui suit. C'est bien entendu que les idées de JRM Sauvé n'auront aucune crédibilité dans le Québec, dans les conditions actuelles. Mais si vous continuez à menacer le Québec d'intervention armée, là, on va le lire, là, on va le croire, puis là, vous allez avoir des problèmes parce que le système de défense qu'il propose, c'est le système de défense de la Nouvelle-France. Et c'est ce que j'avais fait, en fait. Et vous savez que ce système de défense-là a été repris par la Suisse. Hein? On a trouvé ça, René Boulanger et moi. Le général Jomini, qui est un des grands auteurs de stratégie moderne, avait étudié la guerre de 7 ans. Et lorsque la guerre napoléonienne a fini avec le congrès de Vienne, l'Autriche a voulu reprendre la Suisse qu'elle avait perdue en 1291. C'est pour vous montrer la ténacité de l'État. Et alors Jomini a répondu, il dit, c'est correct, on organise tous les Suisses, milices territoriales, comme la Nouvelle-France, et ça a marché. Ça a marché. Le milice territorial, c'est les citoyens soldats qui s'entraînent à temps partiel.
Dans une année, je vais vous le dire tout de suite, dans une année, j'ai été soldat professionnel toute ma vie. Dans une année, un soldat professionnel régulier fait à peine 40 jours d'entraînement. Dans une année. Un milicien territorial qui vient à temps partiel, vous pouvez lui faire 40 jours d'entraînement dans une année. Et même il en fait faire un peu plus. Ça veut dire qu'il va être aussi bien entraîné qu'un régulier. Et comme il va le répéter régulièrement, et comme en Suisse, par exemple, le citoyen a le devoir de rester en bonne forme physique pour pouvoir servir, et bien comme en Suisse, et bien là, ça devient extrêmement efficace. Alors, Roland Mans a fait ses recommandations là. Il a dit, Pierre Trudeau, fais pas le fou avec les idées que le gros Sauvé a amenées, parce que tu vas avoir des maudits problèmes. Et Trudeau, début du 78, a retiré ses menaces. Il a dit en public comme ça, it is out of question to use the army against Quebec. Alors cette fois-là, René Lévesque jubilait, puis Yves Michaud, puis tout ce monde-là, ils ont dit, OK, on a gagné. Gagner une guerre sans tirer un seul coup de fusil. Ça, il faut réellement connaître la guerre pour ça. Alors c'est là-dessus qu'on s'oriente. Hein? On s'oriente vers l'État. Et on travaille pour donner une culture d'État au Québec. Ça veut dire le sens du pouvoir, mais un pouvoir collectif. Notre pouvoir à nous qui est déjà là. Mais nous ne le savons pas. Nous devons le savoir. René Boulanger apporte une contribution très valable là-dessus. Il va en avoir d'autres. Et je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter. Bonjour. Merci énormément, M. Sauvé. Quand j'entends ces gens-là, M. Sauvé, René Boulanger, je trouve qu'on fait quand même un boulot fantastique aux éditions du Québécois. Si on est capable d'attirer vers nous des gens si intelligents, si érudits, si capables d'analyse pertinente et fine, vraiment, si parfois on peut être découragé, se demander pourquoi on milite, ça c'est des raisons de continuer le combat. Donc, merci M. Sauvé. J'ai bêtement oublié de souligner dans mon introduction que vous avez pondu la postface à l'ouvrage de René. Merci beaucoup. Merci à Pierre Falardeau qui n'est pas là ce soir, mais comme René a bien fait de le souligner, j'avais aussi bêtement oublié Pierre, qui a signé la préface du livre à René. Et merci à vous tous d'être là, de contribuer au développement des éditions du Québécois. Profitez bien du restant de la soirée, reste quelques coupes de vin, ne vous gênez pas. Je vois qu'il y avait des intéressés tout à l'heure, donc précipitez-vous pas, mais il en reste quelques-unes. Et puis, on est en campagne électorale, dans un contexte pas facile. La route peut être plus longue qu'on a peut-être déjà pensé pour l'indépendance, mais il faut se nourrir d'espoir en renouant avec notre histoire, en renouant avec la pensée de l'État, avec une pensée stratégique cohérente. Et c'est comme ça qu'on va libérer notre pays. Merci à tous et bonne soirée.